Bonjour, je vous propose qu'on attaque doucement. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Alexandra Lebert, je suis directrice de domaine d'action stratégique changement climatique et économie circulaire au CSTB. Et aujourd'hui, bienvenue à ce webinaire recherche qui va être consacré à l'indicateur de surchauffe au bâtiment que propose le CSTB et que nous avons sorti il y a seulement quelques semaines. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de vous présenter plus en détail le contenu et puis les objectifs de cet indicateur. Ce webinaire, il va être co-animé par plusieurs ingénieurs-chercheurs du CSTB. Vous aurez tout d'abord Adrien Toesca et Camille Bacon, qui sont de la direction énergie-environnement du CSTB, et puis également Julien Guillot, de la direction climatologie, aérodynamique et aérolique. Alors, quelques informations pratiques. La session là, qui va nous rassembler va durer à peu près 1h30. Donc, nous allons avoir à peu près 1 heure de présentation. Et puis ensuite, 30 minutes de questions-réponses pour diriger les éléments sur les sujets qui vous intéressent plus précisément. Notre objectif aujourd'hui, c'est bien de répondre à un enjeu majeur du changement climatique, c'est de faire en sorte d'identifier les bâtiments vulnérables à la surchauffe estivale. Et ça, dans l'objectif évidemment d'adapter nos territoires au réchauffement climatique. Quelques règles de fonctionnement également. Normalement, on vous demande de conserver vos micros, vos caméras désactivés, si tant est que vous en ayez la possibilité. Et puis, vous allez voir en haut, vous avez la possibilité de poser vos questions via le module questions-réponses. C'est bien celui-ci qu'il faut utiliser puisque normalement le module conversation est clos. Donc vous utilisez le module questions-réponses et donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Et puis nous, on y répondra effectivement à la fin des présentations si la réponse n'a pas été donnée au cours de la présentation elle-même. Le replay de cette session sera en ligne sur le site du CSTB et les supports de présentation vous seront transmis dans la semaine. J'en ai terminé avec les informations pratiques. Peut-être quelques éléments pour contextualiser les travaux qu'on a menés. On l'a tous vécu dans notre chair ces dernières semaines, puisque Météo France vient de rendre quelques éléments. Donc juin 2025, c'est le deuxième mois de plus chaud jamais enregistré. Et donc on est sur une anomalie de plus 3,3 degrés. Donc on est tout juste derrière juin 2003. Et donc on le sait, les vagues de chaleur sont un paramètre structurel de climat. Et puis ces vagues de chaleur ont un enjeu sanitaire qui est déjà significatif. Et cet enjeu sanitaire est appelé à devenir majeur. Alors Santé publique France a pris la mesure évidemment de ces sujets-là. Et ils ont engagé une démarche qu'ils appellent les démarches de plaidoyer pour mobiliser les acteurs du bâtiment et de l'aménagement. Le CSTB fait partie de cette démarche-là. Et pourquoi ? Tout simplement parce que si on considère que l'on passe à peu près 80% de notre vie dans les bâtiments, le bâtiment en tant que tel devient un déterminant tout simplement de la santé publique et donc un levier d'adaptation. Donc le CSTB, on mobilise les équipes de recherche pour fournir aux acteurs de la ville et du bâtiment des indicateurs, des outils d'aide des décisions et puis des solutions techniques en faveur du confort d'été. Aujourd'hui, on vous propose un outil qui peut être utilisé non seulement par les professionnels du bâtiment, comme un outil support qui va être support au dialogue, mais c'est également un outil qui s'adresse au grand public comme un outil de sensibilisation à ces enjeux de surchauffe. L'indicateur qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit du travail de la recherche du CSTB. Ces travaux ont bénéficié du soutien de Profil, notamment financé par l'État au travers des C2E. Une partie de ces résultats sont déversés dans la base de données nationale des bâtiments, la BDNB, qui a été également créée par le CSTB et financée par l'État au travers des C2E également. En résumé, pour le CSTB, l'objectif, c'est de fournir des outils qui vous soient utiles, et notamment pour guider les stratégies d'adaptation des collectivités, des gestionnaires de parcs, pour anticiper les impacts des vagues de chaleur et orienter la rénovation du parc bâti. Tout ça, évidemment, dans une logique de prévention et de santé publique. Place maintenant aux interventions techniques. Donc, je laisse la parole tout de suite à Adrien. Bonjour à tous. Donc, comme m'a présenté Alexandra, je suis Adrien Toesca, ingénieur de recherche expertise dans la direction énergie-environnement du CSTB. Et donc, je vais commencer à vous présenter un peu de contexte de manière générale sur l'adaptation au changement climatique. Et ensuite, on viendra zoomer sur l'adaptation aux fortes chaleurs, puis sur la méthodologie et l'indicateur qui nous a réunis aujourd'hui. Donc, un peu de contexte rapidement sur l'adaptation au changement climatique de manière générale.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de catastrophes naturelles qui ont lieu et qui vont impacter le secteur du bâtiment, mais pas que. On va pouvoir ici lister un certain nombre de catastrophes naturelles qui ont lieu ces dernières années. On pourrait rajouter bien sûr du coup la canicule de juin 2025 qui nous a touché ces derniers jours, voire semaines. On peut lister les inondations, les sécheresses, les cyclones, tempêtes, orages, et j'en passe. Et toutes ces catastrophes naturelles sont en fait exacerbées également par le changement climatique et donc vont avoir un impact sur nos milieux de vie, donc sur les bâtiments, sur les villes. Et donc le CSTB s'intéresse à travailler de manière générale sur la plupart de ces catastrophes naturelles. L'approche du CSTB pour travailler à ces catastrophes naturelles, elle est assez similaire selon les différentes catastrophes. En général, la clé d'entrée, elle est simple, c'est l'aléa. Donc c'est la catastrophe, donc ça peut être les fortes chaleurs, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Ça peut être les retraits, gonflements des argiles, la grêle, les inondations, etc. À chaque fois, on va partir de l'aléa et on va travailler sur la donnée climatique pour pouvoir ensuite décliner l'impact de cet aléa sur les différentes échelles qui vont nous intéresser, donc à savoir le quartier, le bâtiment ou les personnes. Et ensuite, enfin, on finit par avoir travailler sur des solutions qui vont être adaptées en fonction de chaque aléa et aussi en fonction des différentes échelles sur lesquelles ces aléas vont avoir un impact. Donc ce travail, c'est un travail d'analyse de risque climatique, puisque le risque est le croisement entre l'aléa et la vulnérabilité. Et donc, effectivement, dans les solutions, on va apporter une expertise de la vulnérabilité du cadre bâti qui va permettre également aussi d'accélérer la connaissance sur le marché avec des solutions qui sont en cohérence et également avec les objectifs de décarbonation. Et on va aussi arriver avec des outils de formation, éventuellement de la réglementation, pour pouvoir donner de la connaissance au secteur du bâtiment. Concernant les objectifs de manière générale du CSTB, on revient un peu sur ce que j'ai déjà dit sur la slide précédente, c'est effectivement de pouvoir permettre aux différents acteurs d'évaluer la vulnérabilité de son patrimoine. Et donc ça passe effectivement par des acteurs professionnels du bâtiment, mais également, comme l'a précisé Alexandra, également fournir des informations aux particuliers pour pouvoir évaluer la vulnérabilité de leur propre bâtiment. L'idée, effectivement, c'est de fournir aux acteurs des informations, des outils d'aide à la décision ou de la réglementation pour pouvoir ensuite également aussi fournir des expertises permettant d'analyser les solutions et les stratégies qui permettent d'adapter le parc aux différentes catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement, effectivement, aux fortes chaleurs. Alexandra en a parlé juste avant. La base de données nationale des bâtiments, la BDNB, est un outil construit par le CSTB qui permet effectivement d'accompagner un grand nombre d'études face au changement climatique et aux différentes aléas. C'est une base de données qui est exhaustive du parc de bâtiments français, donc qui contient les bâtiments à la fois résidentiels et tertiaires sur l'ensemble de la France métropolitaine. Donc la maille de cette base de données est le bâtiment. On répertorie environ 32 millions de bâtiments dans cette base de données et chaque bâtiment va avoir une fiche d'identité qui va contenir environ 400 données par bâtiment. C'est dans le contexte de cette base de données qu'on a travaillé sur le développement de cet indicateur de surchauffe des bâtiments pour pouvoir justement enrichir cette base et rajouter un nouvel indicateur. Je ne rentre pas dans le détail exhaustif de toutes les données qui vont pouvoir être disponibles dans la base de données, mais on va avoir un certain nombre de catégories, notamment des données sur la morphologie du bâtiment, sur les usages, les matériaux, les équipements, les consommations énergétiques et également les performances. Et donc l'indicateur de surchauffe des bâtiments va s'inscrire effectivement dans la catégorie des performances, puisqu'il va pouvoir donner une information performantielle sur la capacité de surchauffe ou non surchauffe du bâtiment. Maintenant qu'on a parlé un peu du contexte général des aléas du changement climatique et des outils qui vont nous permettre de les traiter de manière globale, on va s'intéresser à zoomer un peu plus sur l'adaptation aux fortes chaleurs. Et donc, je vais remettre un petit élément de contexte sur les fortes chaleurs et on rentrera de plus en plus dans la méthodologie au global. Concernant les fortes chaleurs, on a ici un graphique de Météo France qui nous donne en gris les canicules qui ont été observées sur la période de référence de 1976 à 2005. On a ensuite les canicules qui sont projetées dans le futur avec les modèles de projection climatique
On a du coup 3 couleurs différentes pour 3 horizons temporels possibles, donc 2030, 2050 et fin du siècle, donc horizon 2100, avec les couleurs du coup de jaune, orange à rouge. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique, où on a en abscisse la durée et en ordonnée l'intensité, et la taille de la bulle représente la sévérité de la canicule, ce qu'on observe, c'est qu'on a une augmentation assez forte de la fréquence des canicules, de leur durée, de leur intensité, mais également de leur sévérité, puisque les canicules à horizon du fin de siècle sont représentées par des bulles de plus en plus grosses. À titre indicatif, la canicule de 2003, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais se trouve au niveau ici, donc environ 10 jours et une intensité de 28 degrés. Donc quand on regarde les canicules à venir, elles sont assez rapidement plus intenses, plus chaudes et plus longues que la canicule de 2003 qui fait pourtant référence pour le climat actuel. Ceci nous invite à se questionner sur l'urgence de l'adaptation de nos bâtiments pour faire face à ces fortes chaleurs, puisque comme l'a rappelé Alexandra, les canicules ont un impact sanitaire assez important, avec notamment la canicule de 2003 qui a entraîné une surmortalité d'environ 15 000 individus pendant la période de canicule. Le contexte principal de la création de notre indicateur était donc celui-ci, essayer d'identifier les bâtiments qui sont les plus vulnérables à la surchauffe pour à la fois pouvoir prioriser les travaux de rénovation sur les bâtiments qui sont les plus susceptibles de surchauffer en période estivale, notamment en période de canicule, mais à la fois aussi de pouvoir avoir une idée du nombre de bâtiments concernés par ces problématiques de surchauffe en période estivale. Pour continuer un peu sur le contexte, mais pour zoomer un peu plus sur effectivement le travail qu'on vous présente aujourd'hui, nous nous sommes appuyés sur le paradigme de la réglementation environnementale des bâtiments, donc la RE 2020, sur principalement 2 aspects de cette RE 2020. Le premier est l'indicateur de surchauffe ou d'inconfort qu'on a utilisé pour ce travail, qui est le degré heure ou DH d'inconfort. C'est un indicateur qui est basé sur la norme de confort adaptatif, ce qui signifie qu'on va avoir une température de confort qui va varier en fonction de la température extérieure. Et donc c'est ce qui est représenté dans le graphe en dessous, où on va avoir 2 graphiques qui montrent la même limite. On a soit en vert la zone qui est considérée comme le confort thermique, soit en rouge sur le graphique du dessous, la zone qui est considérée comme l'inconfort thermique. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement la température de confort va être ici en ordonnée, et on va avoir la température extérieure moyenne glissante qui va être en abscisse. Et donc, plus la température extérieure va augmenter, plus on va être capable d'accepter une température intérieure élevée. L'Aéro 2020 va avoir limité cette norme de confort adaptatif entre 26 degrés et 28 degrés. C'est-à-dire qu'au-delà de 28 degrés, dans tous les cas, on va juger l'ambiance comme inconfortable. Pour revenir à l'indicateur qui nous intéresse, le degré heure, il va en fait sommer les écarts entre la température intérieure du logement et cette limite de confort adaptatif. Donc, si on prend l'exemple qui est donné sur le graphe d'en dessous, on va avoir une température intérieure de 29 degrés Celsius. Donc, on va se situer ici pour une température moyenne glissante de 25 degrés, donc la température extérieure sur les 7 derniers jours, ce qui nous fait qu'on va se situer dans une zone d'inconfort chaud. Pour le degré heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence entre 29 degrés et la limite. En l'occurrence, la limite ici était à 28 degrés. Donc, on va avoir 1 degré d'inconfort. Et on va sommer cet inconfort sur toute la période estivale, et ça va nous donner du coup des degrés heure d'inconfort. En revanche, si effectivement on se situe en dessous de cette limite de confort, on va considérer l'ambiance thermique comme confortable, et donc on va avoir 0 degré heure sur ce pas de temps de calcul. Le deuxième aspect de la réglementation sur lequel on s'est appuyé pour ce travail, c'est l'aspect des données météorologiques. En effet, nous sommes appuyés sur les données météorologiques de l'Aéro 2020, qui a découpé la France en 8 zones climatiques qui sont représentées par la cartographie juste en dessous de la slide à droite. Et ces 8 zones climatiques, pour chacune d'entre elles, nous avons identifié une station météorologique de référence qui fournit des données météorologiques pour l'entrée des outils de simulation thermique dynamique. Le fichier météorologique qui nous concerne contient la canicule de 2003, qui est encore à ce jour la canicule la plus sévère jamais observée à l'échelle nationale. Concernant maintenant un peu plus de précision sur l'indicateur, sans rentrer toujours dans les détails techniques qui seront évoqués par Camille juste après, on va avoir un indicateur qui est à l'échelle du logement. Comment on a fait pour passer de la BDNB à l'échelle du bâtiment à un indicateur à l'échelle du logement? On a 2 aspects principaux. Le premier va être pour les maisons individuelles. Donc sur la gauche de la slide, on va avoir, pour chaque maison individuelle, on a considéré un seul logement. Donc on va récupérer les informations
de la maison et du bâtiment qu'on va convertir à l'échelle d'un logement. Concernant le résidentiel collectif, bien sûr, il y a plusieurs logements dans un bâtiment résidentiel collectif, et donc on a considéré le logement représentatif de ce bâtiment, le logement représentatif à l'échelle, à l'image de la BDNB, c'est-à-dire que c'est le logement pour lequel on dispose du plus d'informations. Généralement, c'est le logement pour lequel on a le DPE le plus récent. Une fois qu'on a récupéré ce logement représentatif, donc celui avec le plus d'informations, on va regarder où il se situe, est-ce qu'il est au dernier étage ou est-ce qu'il est en étage courant, et dans les deux cas, on va dupliquer ce logement et on va créer son parallèle, soit au dernier étage, soit en étage courant, pour compléter et avoir du coup au global, pour chaque bâtiment résidentiel collectif, on va avoir un logement au dernier étage et un logement en étage courant. Dans le cas où le logement représentatif est au dernier étage, lorsqu'on crée le logement en étage courant, on va simplement considérer qu'il n'y a pas d'échange thermique entre son plafond et le logement du dessus. Et lorsqu'on est au dernier étage, on va considérer effectivement qu'il y a une toiture et donc des échanges thermiques avec l'extérieur. Donc, le fait d'avoir 3 types de logements, ça va nous amener également d'avoir 3 types de prédiction de la surchauffe. Et donc ici, sans vous présenter la méthodologie viendra juste après par Camille, je vais vous présenter des éléments de résultat de l'indicateur de surchauffe de Greer qu'on a prédit sur l'ensemble de la France métropolitaine, pour les 3 types de logements évoqués ici. Donc effectivement, sur ce graphe, on a en abscisse les 2 Greer, et on a une distribution de cet indicateur de Greer pour l'ensemble des bâtiments résidentiels français, avec du coup 3 graphiques différents. Le premier pour les maisons individuelles, le second pour les logements collectifs en étage intermédiaire, et le troisième pour les logements collectifs au dernier étage. On a ici aussi affiché en couleur certaines valeurs de DH en fonction du coup de la distribution. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut dire sur cette slide, c'est qu'on a, si on regarde le premier graphe, une majorité de maisons individuelles, donc un peu plus de 50%, qui vont se situer en dessous de la valeur de DH de 1250 degrés heure. Pour ceux qui connaissent la réglementation RE 2020, le seuil de 1250 degrés heure est le seuil pour lequel on va considérer le bâtiment comme confortable ou on va considérer comme réglementaire. Donc, pour les bâtiments existants pour lesquels on a prédit cet indicateur, qui ne sont pas des bâtiments neufs, on a quand même une grosse partie des bâtiments, donc environ 50% pour les maisons individuelles, qui sont au-delà de ce seuil de 1250 degrés heure, donc on pourrait juger comme inconfortable. Lorsqu'on regarde les logements collectifs, que ce soit en étage intermédiaire ou au dernier étage, on va avoir finalement plus de logements qui vont se situer au-delà du seuil de 1250 degrés heure. Donc, ce qui nous montre que les logements collectifs vont finalement être plus susceptibles d'être en surchauffe que les maisons individuelles. Et lorsqu'on regarde les logements collectifs au dernier étage, on a une surchauffe qui est encore plus exacerbée par notamment le fait d'être au dernier étage par rapport d'être en étage intermédiaire. Maintenant, si on s'intéresse aux couleurs, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on n'a pas voulu afficher directement la valeur de l'indicateur degré heure, mais on a voulu faire, à l'image de ce qui est fait pour le DPE avec les étiquettes énergie, faire des étiquettes ou des classifications de la surchauffe. Et donc, on se retrouve ici avec 10 classes pour lesquelles on a à la fois utilisé les seuils de la RE 2020 pour définir nos classes, et à la fois, on a essayé de faire en sorte que chaque classe contenait un certain nombre de bâtiments. Pour expliciter un peu ce que représentent les classes, on va avoir la classe 0, ou la classe 1, pardon, qui va être de 0 degrés heure à 350 degrés heure. On va considérer cette classe comme la classe plutôt confortable, c'est-à-dire que même au dernier étage des bâtiments qui vont être dans cette classe, la température en été, elle ne dépasse très rarement 26 degrés la nuit et très rarement également 28 degrés. En revanche, pour les classes qui vont être plus vers les tons rouges, donc la classe au-dessus de 3000 degrés heure, on va considérer que c'est que le logement va être plutôt dans les classes inconfortables et qu'on va avoir plutôt une vulnérabilité à la chaleur et que la température va très souvent dépasser le seuil de confort de 26 degrés la nuit et de 28 degrés au maximum dans la journée. Donc maintenant qu'on a vu comment on avait construit nos classifications et les 10 valeurs de l'indicateur ISB, on va pouvoir regarder aussi un affichage non pas en distribution cette fois-ci, mais en cartographie, qui va nous permettre d'avoir quelques informations intéressantes sur la répartition des niveaux de vulnérabilité des bâtiments à la surchauffe. Ici, on ne va pas trop s'intéresser à la partie gauche de cette cartographie, puisqu'on y reviendra en fin de présentation, mais on a effectivement une cartographie qui nous représente à l'échelle nationale les classes de surchauffe. Je laisserai Camille revenir sur l'analyse qu'on peut en faire à la fin de la présentation. En revanche, si on regarde plutôt les deux parties de droite, donc que ce soit la partie de Annecy, on va effectivement, donc sur le graphe en haut à droite, sur la cartographie pardon, en haut à droite,
on va avoir effectivement des couleurs différentes en fonction de la zone de Annecy. Et lorsqu'on se regarde plus dans le centre-ville de Annecy, qui est plutôt dense et qui est effectivement aussi soumis à l'îlot de chaleur urbain, on va avoir des classes de surchauffe qui sont plutôt autour des classes de 6 à 10. En revanche, si on s'éloigne du centre urbain et qu'on se rapproche aussi du lac, on va avoir des classes de surchauffe qui sont plutôt de l'ordre de 1 à classe 4 ou 5. Donc ça nous permet de montrer qu'effectivement, notre indicateur, lorsqu'on prédit bâtiment par bâtiment, on va pouvoir discriminer les bâtiments qui vont être les plus vulnérables à la surchauffe et effectivement apporter une réponse à notre objectif premier qui était de connaître bâtiment par bâtiment la vulnérabilité à la surchauffe de ceux-ci. Lorsqu'on regarde effectivement un zoom un peu plus important pour la ville de Bondy qui est en région parisienne, on a effectivement également une dispersion des valeurs avec des classes plutôt en surchauffe puisqu'on est dans l'îlot de chaleur urbain également, plutôt entre classe 6 et classe 10, mais on a toujours cette disparité qui nous permet d'avoir une information sur quels sont les logements ou bâtiments qui vont être les plus en surchauffe. Donc maintenant qu'on a parlé rapidement effectivement de certains résultats et de comment on peut les analyser, je vais laisser la parole à Camille pour vous présenter certains cas d'usage et comment vous pouvez accéder à l'indicateur et comment vous en servir en fonction de différents usages. Merci Adrien. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Le premier, c'est pour le grand public avec le site internet gorenov.fr, qui est un site développé en interne au CSTB, sur lequel, en indiquant une adresse, on peut venir voir un certain nombre d'informations disponibles dans la BDNB sur ce bâtiment. Donc, petit aparté, peut-être certains d'entre vous connaissent le site internet particulier.gorenov.fr. Il s'agit de l'ancien site internet qui n'est plus mis à jour. Et donc, il est important d'aller visiter plutôt le site gorenov.fr, qui est le site mis à jour et sur lequel vous pouvez observer donc, notre indicateur actuel. Donc, lorsque vous allez sur ce site internet, dans la page d'accueil, vous pouvez indiquer une adresse. Et lorsque vous rentrez l'adresse, vous allez tomber sur une carte avec les différents bâtiments aux alentours de l'adresse. Vous pouvez sélectionner le bâtiment en question, ce qui va faire apparaître sur la droite une fenêtre où vous allez pouvoir voir un certain nombre d'informations sur ce bâtiment. Et vous pouvez également ouvrir la fiche détaillée qui va vous fournir une fenêtre avec les informations les plus importantes de ce bâtiment et en particulier l'indicateur de surchauffe. Lorsqu'on clique dessus, on a la fenêtre à droite qui apparaît et on peut voir la catégorie de logement pour ce bâtiment concernant le risque de surchauffe. Donc ici, on a dans la catégorie 8, ce qui signifie qu'il y a un risque de surchauffe assez important. On a également un indicateur sur la qualité de la simulation, c'est-à-dire de savoir à quel point le calcul, la prédiction de surchauffe qu'on a réalisé est fiable. Je détaillerai un petit peu après, mais le calcul qui est réalisé dépend d'un certain nombre de paramètres du bâti. Et si un certain nombre d'entre eux ne sont pas disponibles, voire absents, alors la qualité de notre indicateur peut être assez incertaine. Et donc, on vient l'indiquer ici de façon à ce que le résultat soit pris avec précaution. Un second cas d'usage, c'est pour les collectivités, avec toujours sur le site gorenov.fr, sur la page d'accueil, il est possible d'analyser un territoire, c'est-à-dire d'observer notre indicateur sur un périmètre géographique donné. Donc, par exemple, ici, sur la commune d'Annecy. Quand on analyse ce territoire, on tombe sur une fenêtre synthèse qui fournit des informations sur l'ensemble des bâtiments sur cette commune. Et en particulier, on peut voir notre indicateur de surchauffe en bas à gauche. Ensuite, si on clique sur Voir carte, on tombe à nouveau sur cette carte où on voit les différents bâtiments de cette commune coloriés en fonction de la catégorie du risque de surchauffe du logement. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on a aussi la distribution de nos bâtiments. Et on voit qu'on a deux pics, des premiers bâtiments dont les logements sont dans des catégories 2 à 4, donc une faible surchauffe, et puis un autre pic pour les bâtiments qui sont plutôt
en centre-ville, donc avec le phénomène d'îlot de chaleur urbain, où le risque de surchauffe est lui plus élevé, autour de 8. Donc on vous a présenté notre indicateur. Maintenant, je vais rentrer dans la partie un peu plus technique de cette présentation en vous parlant de la méthodologie qu'on a employée pour construire l'indicateur. Donc globalement, la méthodologie, elle repose sur celle de la réglementation, comme a pu l'indiquer Adrien, avec en particulier le fait qu'on a choisi le DH, le degré heure, comme indicateur de surchauffe. Dans notre cas, ce qu'on a réalisé pour calculer l'indicateur, c'est qu'on est venu constituer un échantillon de bâtiments sur lequel on a réalisé des simulations de thermique dynamique avec le moteur de calcul Comet, qui est le moteur de la réglementation, et qui permet en résultat d'obtenir un degré heure pour notre logement. Une fois qu'on a réalisé ces simulations sur notre échantillon de bâtiment, on a entraîné un modèle statistique de type machine learning à partir des résultats de la simulation, de façon à pouvoir prédire notre DH, notre indicateur, sur l'ensemble des bâtiments parc métropolitain. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail de la méthodologie, la première question qu'on s'est posée, c'est quels paramètres influencent la surchauffe? On a identifié 3 phénomènes physiques qui sont les apports solaires, l'inertie et la ventilation nocturne. Ensuite, on a regardé les paramètres du bâti qui ont une influence sur ces phénomènes physiques et qu'on a regroupé en 3 catégories, la partie enveloppe, architecture et tout ce qui est en lien avec le comportement des occupants. La dernière étape, c'était de regarder les données disponibles dans la BDNB qui permettent de fournir des informations sur ces paramètres du bâti et proviennent pour l'essentiel des diagnostics de performance énergétique et également des données de l'hygiène avec la BD Topo. Donc, comment on a constitué notre échantillon de bâtiment? On a défini 3 critères. Donc, échantillon de bâtiment sur lequel on va réaliser ensuite les simulations de thermique dynamique. Donc, 3 critères. Le premier critère, c'est que l'échantillon doit être représentatif des différentes typologies de logements qu'on a en France métropolitaine, donc à savoir les maisons individuelles et les logements collectifs. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour les logements collectifs, on calcule 2 indicateurs. Un pour un logement on serait situé au dernier étage, donc avec l'influence de la toiture, et un logement en étage courant, donc sans influence de la toiture. Le deuxième critère, c'est que pour réaliser nos simulations, il nous faut un DPE. Et donc, on est allé sélectionner des bâtiments qui disposent d'au moins un DPE. Le dernier critère, c'est que notre échantillon doit être représentatif des différentes zones climatiques qui sont définies dans la réglementation, donc les 8 zones. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est prendre des bâtiments dans chacune de ces zones. Donc, au final, pour constituer notre échantillon, on a récupéré tous les bâtiments qui disposent d'au moins un DPE dans au moins un département dans chacune des zones climatiques. Donc, au total, on a plus de 300 000 bâtiments dans notre échantillon ou 400 000 logements. Donc, une fois qu'on a constitué notre échantillon, on est venu récupérer les données disponibles dans la BDNB pour ces bâtiments. On a réalisé un certain nombre d'enrichissements de données manquantes qui étaient nécessaires pour réaliser les simulations. On a réalisé les simulations donc, avec le moteur de la réglementation Comet, qui nous donne en résultat donc, notre DH, notre degré heure pour ces bâtiments-là. Par ailleurs, on s'est aussi intéressé aux îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire que pour les bâtiments qui se situent dans des agglomérations, on est venu corriger le fichier météo dit rural pour prendre en compte ce phénomène grâce à l'outil Urban Weather Generator. Donc là, on a constitué un échantillon, on a des simulations, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un indicateur à l'échelle du parc français métropolitain pour tous les bâtiments. Or, ce n'est pas possible de réaliser une simulation pour chacun de ces bâtiments parce que ça serait trop gourmand en termes de temps de calcul. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a entraîné un modèle statistique de type Random Forest sur la base des résultats de notre simulation pour pouvoir ensuite prédire pour chacun des bâtiments en France notre DH. Alors, en pratique, on a entraîné 3 modèles statistiques différents, un par typologie de logement. Un pour les maisons individuelles, un pour les logements collectifs en étage courant et un pour les logements collectifs au dernier étage.
L'intérêt, c'est que les paramètres du bâti ont une influence différente sur le résultat de la surchauffe en fonction de la typologie. Donc en entraînant 3 modèles plutôt qu'un, on a des modèles qui sont plus fiables, plus précis. D'ailleurs, on a regardé la fiabilité de nos modèles et sur une partie de notre échantillon, on a réalisé les simulations, on a comparé les résultats de la simulation avec ceux de la prédiction. Donc sur les 3 graphes que vous observez ici, vous avez en abscisse le DH qui est obtenu par la simulation et en ordonnée le DH qui est obtenu par la prédiction. Donc dans l'idéal, nous ce qu'on veut, c'est que tous nos résultats se situent sur les diagonales. En pratique, on voit que la plupart d'entre eux se situent à proximité, ce qui montre bien que nos modèles statistiques sont précis. On a aussi calculé un indicateur statistique, le R carré. Plus le R carré est proche de 1, plus notre modèle est fiable et précis. Puis on a des valeurs qui sont supérieures à 0,80, donc ce qui montre que nos modèles sont statistiquement fiables. Une fois qu'on a entraîné nos modèles et qu'on a réalisé les prédictions sur tous nos bâtiments, on peut regarder les facteurs d'influence, c'est-à-dire quels paramètres d'entrée influencent le plus la surchauffe dans le logement. Sans être trop étonné, on voit qu'il y a 2 paramètres qui sortent du lot, qui sont le climat et l'intensité des ICU. Pour autant, les différents paramètres du bâti ont aussi une influence non négligeable sur le risque de surchauffe. Il valent presque pour moitié par rapport aux paramètres du climat ou de l'ICU. Et aussi, on peut voir que ces paramètres d'entrée ont une influence différente en fonction de la typologie du logement. Par exemple, la classe d'inertie, donc savoir à quel point notre logement a une forte inertie, a une influence plus forte pour un logement collectif au dernier étage que pour une maison individuelle. On voit aussi que l'isolation de la toiture est prépondérante sur le risque de surchauffe, tout comme également la présence de protection solaire. Alors, dernier point un peu technique de ma présentation, c'est que, comme on l'a vu, pour pouvoir calculer notre indicateur de surchauffe, il faut que dans notre bâtiment, on dispose d'un DPE. Sauf que tous les bâtiments du parc français métropolitain ne disposent pas d'un DPE. Et donc, pour ça, on est venu récupérer un autre modèle qui est développé au sein du CSTB, qui, pour ces bâtiments, vient prédire de façon statistique un DPE et les données associées. Donc, ce modèle, il est probabiliste, ce qui signifie qu'en plus, on va calculer un indicateur de fiabilité. Étant donné que notre risque de surchauffe, le calcul du risque de surchauffe dépend en données d'entrée des données qui peuvent être prédites par ce modèle. Si les données prédites ont grosse incertitude, alors le résultat de notre DH est lui aussi incertain. C'est ce que je montrais tout à l'heure sur le site GoRénov, c'est la fiabilité du résultat. Dans ce cas-là, il faut faire attention à comment on analyse ces résultats. Si on revient à la cartographie des résultats et qu'on regarde celle à l'échelle de la France métropolitaine, on peut voir que les villes sortent très largement de l'ensemble de la carte, puisqu'elles sont plutôt en rouge, donc avec des bâtiments dont les logements ont des risques de surchauffe forts. Ça, c'est l'influence des IOCHA urbains. On voit aussi également l'influence du climat avec le pourtour méditerranéen et le couloir du Rhône, où le risque de surchauffe est lui aussi très fort par rapport aux autres climats en France. Alors, quelques perspectives sur notre indicateur, un certain nombre même. Le premier, c'est qu'on réfléchit actuellement à calculer d'autres indicateurs et pas se limiter uniquement au DH, l'indicateur de réglementation, en calculant par exemple le nombre de nuits consécutives, nombre de nuits chaudes consécutives, c'est-à-dire des nuits où la température minimale n'irait pas en dessous d'un certain seuil. On envisage également aussi de travailler avec l'INSERM de façon à prendre aussi des facteurs biologiques sur les occupants du bâti, de façon à avoir une information qui serait plus de l'ordre du risque sanitaire. On souhaite aussi calculer des sous-indicateurs explicatifs, c'est-à-dire de savoir pour un bâtiment donné
être capable de dire quel paramètre du bâti, quel composant du bâti a une influence forte sur la surchauffe, de façon à pouvoir choisir les actions les plus importantes dans la rénovation du bâtiment et pouvoir limiter à l'avenir le risque de surchauffe. Donc, par exemple, ça serait de pouvoir dire que pour ce bâtiment-là, on explique la surchauffe avant tout par l'isolation de la toiture qui peut être limitée, alors que pour ce bâtiment, ça serait plutôt l'isolation des murs. On a aussi des perspectives en termes de données météo, en calculant cette fois notre indicateur avec des météos locales, ce qui permettrait d'avoir un maillage plus fin des différents climats en France. Également, de prendre en compte des météos avec des canicules moins sévères. Donc, on a vu actuellement, c'est avec la canicule de 2003 qui est la plus sévère actuellement enregistrée. Donc, avec des canicules qui pourraient revenir tous les 5 ou 10 ans. Et enfin, dernière perspective qu'on est déjà en train de développer, c'est la prise en compte du changement climatique. Donc, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'on recalcule notre risque de surchauffe avec des météos track à l'horizon 2050 en France métropolitaine, donc c'est-à-dire un réchauffement de 2,7 degrés, et à l'horizon 2100, donc un réchauffement de 4 degrés en France métropolitaine, de façon à pouvoir voir l'évolution du risque de surchauffe à l'avenir en prenant en compte donc le changement climatique. Merci Adrien, merci Camille. Avant de donner la parole à Julien, je vous rappelle que pour ceux qui veulent nous poser des questions, vous avez un petit module questions et réponses, et s'il n'est pas visible, n'hésitez pas à aller le chercher dans les 3 petits points autres. Je pense que sur certains affichages, ils sont cachés. Donc, on attend vos questions. Je donne maintenant la parole à Julien Guillot. On a parlé des perspectives sur l'ISB, il y en a également sur la partie données climatiques. Donc, Julien, je te laisse la parole. Oui, merci Alexandra. Bonjour à tous. Donc l'idée, oui, pour terminer ce webinaire, c'est de vous faire un petit zoom sur les perspectives sur les données climatiques, soit aussi bien pour faire des descentes d'échelle à un maillage plus fin, ou prendre en compte comment intégrer le changement climatique dans ces calculs. Puisque, comme l'a montré Camille, un des facteurs d'influence le plus impactant, malgré tout, sur l'indicateur de surchauffe, ça reste le climat. Donc, comment mieux le prendre en compte dans les simulations, mieux l'intégrer. Donc, je vais rentrer en détail sur les 3 points qu'a évoqué Camille précédemment. Juste avant, alors je vais commencer par un petit aparté très rapide parce que c'est pas forcément très connu, mais effectivement au CSTB, il y a une équipe de climatologues qui travaillent sur de nombreux sujets, dont la mission principale est en fait d'appliquer les données climatiques et météorologiques aux spécificités du cadre bâti. Donc, par exemple, on va évaluer tout ce qui est risque de référence pour le bâtiment. Vous avez ici l'image de la carte des vitesses de référence de l'annexe nationale de l'Eurocode vent, qui donne les vitesses pour le dimensionnement au vent des bâtiments. Donc là, c'est en métropole, mais il y a aussi en outre-mer. On va s'intéresser aussi aux problématiques de pluie, aux charges de neige, aux risques de grêle, etc. Ou travailler même par exemple, sur la concomitance pluie-vent pour les risques d'étanchéité sous toiture. Bref, on va prendre en compte les données climatiques pour les adapter aux normes de la construction et puis produire des données ou des séries adaptées aux simulations, aux périodes caractéristiques, que ce soit aussi bien pour l'ouvrage, les produits et les matériaux. Donc, si je reviens maintenant sur les fichiers de la RE 2020, qui ont servi donc, qui ont servi de base donc au calcul de l'ISB. Donc, comme l'ont décrit mes collègues, il y a 8 zones climatiques en France sur ces fichiers. Chaque zone est représentée par une ville, c'est-à-dire que, par exemple, pour la zone H2B, on considère que le climat de Tours est représentatif de l'ensemble de la zone. Et ces fichiers RE 2020, ce sont donc des années types, donc des années fictives qui représentent le climat moyen standard d'une localisation. Donc une année type classique, il faut savoir qu'on la construit en fonction des paramètres d'intérêt pour lesquels on veut construire une année type, pour les simulations qu'on veut faire. Donc pour la RE 2020, ce sont la température, l'humidité et le rayonnement qui ont été considérés. Et dans ces années types, on a également inclus un épisode extrême chaud, donc, qui correspondait à 7 jours consécutifs de température maximale.
Donc, en l'occurrence, pour les 8 villes concernées, c'était bien la canicule de 2003. Donc, sur ces données-là, on est sur les données historiques, c'est-à-dire que ces années types, elles sont construites à partir des observations qu'il y a eu les 20 dernières années sur la France. Alors, un des premiers écueils de cette simulation, de cette répartition en zones géographiques, là, on revient sur l'indicateur de surchauffe du bâtiment tel qu'on l'a vu, et effectivement, on retrouve quand même clairement les limitations de ces 8 zones climatiques, notamment par exemple sur la Bretagne ou le pourtour méditerranéen. Donc, la première idée, c'est de se dire qu'on va descendre à une échelle plus fine, à un maillage plus fin des climats, et essayer d'établir des années types représentatives de manière plus fine sur la France. Et pour ça, on a une base de données assez riche, hein, qui est celle de Météo France, des stations synoptiques du réseau Météo France. Donc ici, vous voyez la carte de toutes ces stations. Il y en a plus d'une centaine, donc ce sont les points en bleu. Et puis en rouge, on retrouve les 8 stations de référence de la RE 2020. Donc là, le premier travail qui est en cours, hein, qui est en cours de finalisation, c'est de réaliser des années type RE 2020 sur ces stations synoptiques. On a identifié une centaine dont les caractéristiques permettaient d'accéder à ce niveau de calcul. Et l'idée étant à minima d'avoir in fine un climat par département. Mais donc une fois qu'on a fait ça, on est toujours sur les données historiques. Alors on peut aussi retravailler sur les vagues de chaleur, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc la deuxième question qui se pose, c'est comment intégrer le changement climatique à tout ça, puisque depuis une centaine d'années, comme on peut voir sur la carte à gauche, l'évolution du climat est manifeste, hein, et cette répartition n'est pas homogène à l'échelle du globe. La France fait partie des territoires où l'impact est plus important. Donc, comment on va se projeter dans l'avenir sur ce réchauffement climatique pour les décennies à venir, puisque vu les temps de vie du bâtiment, il faut s'adapter dès maintenant pour les prochaines décennies. Alors, pour estimer le climat futur, on a des outils qui sont très, très complexes, hein, qui sont les modèles de climat. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais très rapidement, il y a 3 choses à savoir sur ces modèles, hein. Ce sont des modèles qui travaillent à l'échelle du globe, sur différentes échelles spatiales et temporelles, qui représentent l'ensemble des domaines concernés, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des modèles de l'atmosphère, mais aussi les modèles des océans, les modèles de surface, etc. Et puis surtout, la question la plus importante, c'est quelles sont les hypothèses, les conditions limites qu'on met dans nos modèles pour prévoir l'avenir. Et donc là-dessus, on s'appuie sur les fameux scénarios du GIEC, hein, que vous avez ici à droite, les scénarios SSP, qui vont nous dire chaque année combien de gigatonnes de CO2 on implémente dans le modèle, en plus ou en moins dans les très bons scénarios. Si on revient maintenant à la France, en France, on a la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, donc depuis 2023. Alors, ce qui est intéressant avec la TRAC, c'est que c'est un peu une autre façon de se projeter dans l'avenir. On ne s'intéresse plus vraiment au climat de 2030, 2050 ou 2100, mais on s'intéresse à des taux de réchauffement. En l'occurrence, les taux de réchauffement pour la France, donc, qui sont un peu plus élevés qu'au global, de 2, 2,7 et 4 degrés. Alors, la TRAC, elle a deux avantages, hein. D'une part, elle permet le réchauffement climatique est un problème global, et donc on dépend forcément des actions aussi des autres pays qu'on ne maîtrise pas. Donc, en se disant qu'on se projette à des taux de réchauffement, ça nous permet d'éviter cet écueil. Le deuxième problème qu'il y a aussi quand on cherche à se projeter à des horizons, c'est la dispersion des modèles. Donc, vous avez ici en bas un graphe qui montre la prévision des hausses de température pour 8 modèles différents. Il faut savoir, oui, que les modèles de climat dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a un certain nombre, hein. Par exemple, en France, il y a 2 laboratoires, l'IPSL et le CNRM, qui en produisent. Et quand on regarde les projections de ces modèles de climat à hypothèse constante, on s'aperçoit que plus le temps passe, quand on va jusqu'à l'horizon 2100, plus les résultats vont diverger. Là, on arrive presque à des résultats qui vont du simple au double en réchauffement global. Donc l'intérêt de travailler avec des taux de réchauffement, c'est qu'on ne va plus regarder les résultats des modèles par année, mais en fonction du niveau de réchauffement qu'on atteint. Donc ici, vous avez un tableau qui représente les 17 modèles de référence de la TRAC. Et pour chacun, si par exemple on prend le premier modèle, donc ce sont des coupes de modèles en fait, on va pouvoir se dire que si je veux traiter
je m'intéressais à la France à plus de degrés, eh bien, je vais regarder les résultats autour de l'année 2041, qui est ce qu'on appelle l'année pivot. Et je vais construire des années types ou faire des calculs climatologiques à partir de ces années pivot. Voilà. Donc la track, elle a déjà permis de nombreuses avancées, hein, et là, je reviens. Donc ça, c'est les fichiers. Donc c'est une convention entre Météo France, le CSTB, l'ADEME et la DHUP qui a permis de mettre en place des fichiers de type RE2020, mais en projection climatique, en s'adaptant, compatible avec la track. Ce sont des données aujourd'hui publiques, hein, qu'on peut trouver sur le portail de l'ADEME, que vous pouvez retrouver. Et vous allez retrouver les deux années type de la RE 2020, c'est-à-dire l'année type classique ou avec extrême chaud, pour les 3 niveaux de réchauffement et pour les 8 zones, les 8 zones climatiques françaises de la RE 2020. Alors, c'est une première. Donc, ces modèles-là, pardon, mes collègues sont en train de travailler avec. Néanmoins, il reste 2 écueils sur ces fichiers-là où on peut essayer justement d'avancer ou d'être encore plus précis. D'une part, un seul modèle de climat a été utilisé pour produire ces fichiers. Et puis, deuxièmement, on reste sur la problématique des 8 zones climatiques à l'échelle de la France. Donc, pour terminer, je voulais vous présenter un outil qu'on a développé au CSTB qui s'appelle FTMY, qui est un outil pour la prise en compte du changement climatique adapté au cadre bâti. Donc, je ne vais pas détailler son fonctionnement, hein, mais en gros, on part des simulations des modèles, de l'ensemble des modèles disponibles. On utilise aussi les observations et les réanalyses, et on a tout un système de correction de biais, de descente d'échelle, qui vont nous permettre de produire des données pour chaque modèle avec un pas de temps d'1 heure, qui est souvent le pas de temps dont on a besoin pour les simulations dans le bâtiment, et à une échelle relativement fine. Et puis, on va également calculer des variables supplémentaires de façon la plus réaliste possible pour produire des données jusqu'en 2097 avec chaque modèle. Et à partir de ces modèles-là, de ces données, on va pouvoir les traiter de plein de manières différentes. Donc, soit reproduire des années types pour la RE 2020 ou en considérant d'autres paramètres météo, s'intéresser aux vagues de chaleur, les analyser, s'intéresser aux années extrêmes, etc. Donc aujourd'hui, là, je vous montre juste un exemple sur la ville de Nantes, de sortie qu'on a obtenue avec FTMY. Donc, par exemple, à gauche, vous avez des analyses sur l'évolution des températures, soit moyenne annuelle, soit maximale annuelle. Et on a utilisé ici 22 modèles. Les résultats sont issus de 22 modèles, donc on voit bien sûr, hein, les tendances sont toujours les mêmes, mais qu'il y a quand même une grande dispersion entre les modèles. Et donc après, on va pouvoir travailler avec des moyennes, des médianes, etc. En fonction de nos besoins. À droite, pardon, vous avez l'évolution, enfin pas l'évolution, les canicules représentées, alors là c'est pour un seul modèle pour une question de lisibilité, hein, sur la période 2059-2097, aussi sur la ville de Nantes. Donc on va pouvoir descendre à des échelles fines, à l'échelle de la ville ou du département, et on va pouvoir également se projeter donc aussi bien sur des horizons, mais aussi en respectant la traque. Et pour terminer, dernier exemple, c'est donc les vagues de chaleur. Effectivement, aujourd'hui, donc on a vu dans les fichiers de la RE 2020, c'est l'extrême chaud qui est considéré, hein, donc la canicule de 2003. Et si on se projette, alors là, bon, je ne vais pas recommenter le graphe qu'a montré Adrien tout à l'heure, hein, mais juste pour idée quand même, en une France à plus 4 degrés, c'est des canicules 10 fois plus sévères, c'est-à-dire 5 fois plus longues et des intensités de 5 degrés supplémentaires. Et donc, nous, on va pouvoir travailler à partir de nos sorties FTMY, sélectionner les vagues de chaleur de différentes manières en fonction de leur fréquence, de leur intensité, de leur période de retour, de leur sévérité, etc., pour s'appliquer au mieux aux conditions du bâtiment. Et le dernier exemple à droite, donc là, ça concerne la ville de Paris. En fait, c'était une étude sur laquelle on a regardé à partir de quand un logement était mis en défaut d'un point de vue thermique. Et à partir des données historiques, on s'est aperçu que c'était la canicule de juillet 2016 qui était la limite supportée par le bâtiment, le logement en question. Et donc, à partir des sorties de modèles, alors là, on a utilisé 9, on a regardé, en se projetant sur les périodes futures, de quelle manière allait évoluer ce risque et le nombre de jours où le logement va être mis en défaut
avec sa situation actuelle. Pardon. Voilà, sur ce, j'en ai terminé. Je vous remercie et je repasse la parole à Alexandra. Merci Julien. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses, si vous devez retenir quelque chose, c'est le fait que cet indicateur-là, aujourd'hui, il est calculé pour l'ensemble des bâtiments résidentiels de France métropolitaine, qu'il est basé effectivement sur le calcul qui est présent dans la réglementation pour les bâtiments neufs, donc dans la RE 2020. Donc, on reprend la canicule de 2003 et on reprend les seuils 350 degrés heure et 1250 degrés heure qui sont des composantes des différentes classes. Cet indicateur, à chaque fois qu'on vous le présente, on l'associe avec un indicateur de fiabilité. Donc, on connaît l'incertitude des calculs que l'on fait. Ce que l'on fait, et qui est différent par contre de la RE 2020, c'est qu'on intègre l'îlot de chaleur urbain. Et c'est un phénomène qui est évidemment assez important pour caractériser les surchauffes au sein des bâtiments. Et puis, on vous donnera donc rendez-vous très bientôt pour vous parler des développements que nous sommes déjà en train de faire pour intégrer les fichiers climatiques de la TRAC dont Julien vous a parlé. Ce que je vous propose à présent, c'est de passer à la session de questions-réponses. On a effectivement reçu un certain nombre, donc je vais laisser les uns et les autres prendre la parole au fur et à mesure pour traiter les questions qui vous concernent. Merci Alexandra. Ouais, je vais pouvoir commencer à lire certaines questions et y répondre ou donner la parole à Camille ou Julien pour répondre aux différentes questions. Donc, on a d'abord une question qui nous dit: vous avez indiqué que l'ISB en collectif était calculé pour le logement du dernier étage et pour un logement intermédiaire. Or, dans Gorénov, je ne vois qu'une seule valeur d'indicateur. Effectivement, sur Gorénov, on a décidé d'afficher seulement une seule valeur pour des questions de lisibilité également. Et donc, on affiche seulement la valeur du logement au dernier étage, qui est généralement la valeur la plus dégradée de surchauffe. Donc, c'est ce qui a motivé ce choix. En revanche, le logement intermédiaire, le logement également sous toiture et les métriques de fiabilité sont également disponibles sur la BDNB en mode expert. Donc, si vous voulez récupérer ces informations-là, il faut passer par la BDNB. On a une deuxième question par rapport à la répartition. Pour la répartition des logements en fonction du calcul de leur degré heure, il semble y avoir des effets de seuil. Comment l'expliquez-vous? Donc ça, c'est une question probablement par rapport à la distribution des degrés heure qui a été affichée à l'échelle nationale. Et donc, on peut l'expliquer principalement puisque ces distributions ont été faites à l'échelle nationale. Et lorsqu'on regarde plutôt la cartographie, tu peux laisser la dernière slide, on a envoyé la cartographie. On a effectivement, comme Julien l'a aussi redit, on a effectivement une grosse disparité de valeurs de degrés heure en fonction des zones climatiques, et notamment, par exemple, on a un effet seuil assez important avec la zone Bretagne et les autres zones, ou effectivement avec les zones plus dans le sud. Et on a des effets seuil aussi liés à la prise en compte de l'îlot de chaleur urbain qui vont casser la distribution vers des valeurs plus chaudes. On a une autre question. Pour vos simulations, vous partez entre autres de DPE. S'il s'agit de logements collectifs, il s'agit de DPE collectifs et non individuels. Alors effectivement, par rapport au logement collectif, pour revenir sur la méthodologie, on prend en compte un DPE à l'échelle d'un logement dans un bâtiment, et donc on prend le DPE qui correspond au logement représentatif à l'image de la BDNB. Et donc le DPE représentatif, ça va être généralement le DPE pour le plus récent. Ça correspond au logement pour lequel on a le plus d'informations dans un bâtiment. Et donc une fois qu'on a ce logement, un seul logement dans un bâtiment, on va le dupliquer pour le faire sous toiture et en étage intermédiaire. Et donc, on a effectivement un DPE qui est plutôt à l'échelle d'un logement, mais qu'on va afficher derrière à l'échelle du bâtiment pour avoir une seule information par bâtiment. On a une autre question plutôt par rapport aux protections solaires. Les données utilisées pour les protections solaires venant très probablement du DPE, entre parenthèses très succinct sur l'aspect confort d'été, je suppose qu'il n'y a pas d'éléments plus spécifiques, type d'équipement et mode de gestion notamment. C'est une bonne question. Effectivement, à ce stade, on a un seul type de protection solaire qui a été pris en compte et un seul mode de gestion. En revanche, dans le DPE, on peut avoir un peu plus de finesse. C'est effectivement dans notre roadmap d'amélioration pour le futur. Mais à ce stade, on a seulement l'utilisation de protection solaire ou donc s'il y a des protections solaires présentes dans le DPE, on va considérer des protections solaires dans la simulation.
En revanche, s'il n'y a pas de protection solaire, on ne considère pas. Voilà, c'est juste un effet oui/non. On n'a pas encore l'effet du type de protection solaire ni du mode de gestion. On a une question sur la temporalité de l'intégration du changement climatique dans l'outil. Est-ce que c'est prévu pour décembre 2025 ou plus tôt? Alors, c'est peut-être un peu plus difficile à estimer avec une date précise, mais ce sera effectivement plutôt horizon fin d'année 2025, voire plutôt début 2026. Les travaux sont en cours, mais on n'a pas encore fini le travail jusqu'à la publication. Donc, pour l'instant, on est plutôt à la phase de simulation avec l'outil de simulation thermodynamique, et on n'a pas encore amorcé la phase de construction des modèles de type random forest ou autre. Donc, il reste encore du développement pour intégrer le changement climatique dans l'outil. On a une question. Peut-être. Oui. Avez-vous établi un lien entre le calcul du besoin de froid du DPE avec la méthode 3CL et l'indicateur ISB? Avez-vous testé une corrélation entre les deux? Et une deuxième question qui allait avec, quid de l'avenir du calcul du besoin en froid dans le DPE qui sert de base pour les calculs de consommation de froid? Entre parenthèses, climatisation. Alors non, effectivement, on n'a pas regardé de lien entre l'indicateur froid et notre méthode de surchauffe. Notre indicateur à ce stade considère les bâtiments sans usage de climatisation en évolution libre. Mais effectivement, ça serait intéressant de faire l'exercice. On a une question peut-être pour Julien. Par rapport aux données de Météo France, pourquoi ne pas utiliser le réseau de stations secondaires, entre parenthèses, disponible depuis quelques années en open data, pour améliorer le maillage en plus des synop? Je ne sais pas si Julien, tu veux nous en dire un mot? Oui, bah alors pour deux raisons essentielles. Alors déjà parce que les stations du réseau synoptique, on a déjà un certain nombre, et enfin, donc je les ai plus d'une centaine qu'on a identifiées sur lesquelles on peut travailler. Et donc c'est déjà assez conséquent. Et quand on passe au réseau secondaire, on a aussi beaucoup plus d'incertitudes sur la qualité des données, sur des mesures manquantes, etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est vraiment de travailler avec les données les plus fiables. Parce que je ne suis pas rentré dans les détails, mais quand on produit une année type, il faut vérifier plein de paramètres, donc notamment sur les données manquantes, sur la fiabilité des données, etc. Et compléter les trous autant que possible. Donc moins il y en a, mieux c'est. Merci Julien pour sa réponse. On peut passer à une autre question. Je vois que les cas présentés ne concernent que le logement. Est-ce qu'il y a un modèle qui a été réalisé pour les ERP? Donc concernant les ERP, c'est effectivement pas le cas actuellement. Pour l'instant, on a un modèle effectivement que pour la partie résidentielle. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté, mais on n'a pas amorcé le travaux là sur ce sujet. Une des premières limites principalement, ça sera effectivement la disponibilité de la donnée, notamment des données de caractéristiques thermiques, pour pouvoir réaliser le même travail qu'on a réalisé ici, qui se base principalement sur les données et la disponibilité de la donnée de type DPE. On a une question plutôt sur la surchauffe. Est-ce que dans le sud-est, le bâti a vraiment un impact sur l'indicateur de surchauffe? On a l'impression que peu importe le niveau de protection solaire ou autre, les logements sont en classe 9 ou 10. Alors effectivement, lorsqu'on regarde ici à la cartographie à l'échelle nationale, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que à l'échelle nationale, les couleurs qui sont représentées, sont une agglomération de plusieurs bâtiments pour afficher une seule couleur. On n'a pas un pixel égale un bâtiment, donc ça fait ressortir effectivement la majorité de la classe de la zone. De plus, ce qu'il faut rappeler effectivement, c'est qu'on a utilisé une canicule extrême, donc la canicule de 2003, plus le phénomène d'îlot de chaleur urbain, plus le fait qu'on affiche la valeur au dernier étage. Donc on se situe effectivement dans des valeurs les plus extrêmes de niveau de surchauffe. Et donc effectivement, le bâtiment peut être rapidement battu. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les classes, comme on a pu le voir dans la distribution, les classes sont définies en fonction de la valeur de DH, mais lorsqu'on regarde la valeur de DH en tant que telle, on a encore de la disparité de valeur à l'intérieur d'une des mêmes classes. Pour répondre un peu à cette problématique, on a plusieurs pistes. Donc effectivement, déjà, premièrement, peut-être de
de refaire cette méthodologie, comme l'a pu évoquer Camille et Julien, avec des canicules qui seraient avec des temps de retour plus réguliers, qui permettraient peut-être de voir un peu plus l'effet du bâtiment. Et voilà, et peut-être avec des métaux plus locales et aussi, on arrivera à voir un peu plus l'impact du bâtiment plutôt que celui du climat. De plus, peut-être qu'un travail plus fin sur justement la classification et le nombre de classes qu'on aurait choisi permettrait encore plus d'accentuer les disparités dans les zones les plus chaudes, notamment avec peut-être des classes supérieures pour diviser la classe 10 qui part de 3000 DH jusqu'à l'infini et donc qui contient peut-être plus de bâtiments que les autres classes. Nous avons une autre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en faisant un exemple, résumer synthétiquement le calcul et les variables prises en compte pour sortir l'indicateur et quelle est son unité de mesure finale? Camille, je peux peut-être te laisser remontrer la slide numéro 37 sur laquelle il y a la liste des paramètres d'entrée. Et je ne sais pas si tu veux prendre la main pour répondre un peu à la question. Oui, je peux répondre. Celle-ci? Oui. Donc, effectivement, là, on voit les paramètres d'entrée nécessaires pour la prédiction donc, de notre risque de surchauffe avec les indicateurs, les unités. Et donc, le résultat final, hein, c'est comme on l'a expliqué, c'est le DH, donc les degrés heures. Donc, c'est-à-dire une information qui mesure le nombre d'heures passées au-dessus d'un certain seuil, hein, celui de 26 degrés, et à quel point on dépasse ce seuil, qui fournit finalement l'information sur le risque de surchauffe. Donc il faut savoir que les données qu'on a sélectionnées ici, elles proviennent à la fois d'une réflexion qu'on a eue en interne avec les différents experts pour pouvoir définir quels paramètres du bâti nous semblent les plus intéressantes, et également les résultats par rapport à notre modèle statistique qui a pu nous aider dans la sélection d'un certain nombre en nous disant que certains paramètres pouvaient être avaient une influence trop faible, voire inexistante sur le résultat, ce qui nous a amené un petit peu à filtrer le nombre de données d'entrée qui est nécessaire pour notre calcul. Ok, merci Camille pour ces éléments de réponse. On a une autre question sur également le zonage climatique. En complément des 8 zones sur le territoire national, est-il prévu d'intégrer l'impact de l'altitude et le retrait par rapport à la mer, entre parenthèses, impact très important en PACA par exemple? Alors concernant l'altitude, c'est effectivement également pris en compte dans le calcul à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la RE 2020, donc dans la réglementation environnementale, il y a une correction du fichier météorologique par l'altitude. Donc, il y a 3 classes d'altitude qui ont été définies. Et donc, on a la classe de mémoire qui va de 0 mètres à 400 mètres, de 400 mètres à 800 mètres d'altitude, et la classe qui va de 800 mètres à l'infini, on va dire. Donc ces 3 classes d'altitude, on a une correction de la température et de l'humidité qui permettent du coup effectivement de prendre en compte ce phénomène de l'altitude. Concernant le retrait par rapport à la mer, effectivement, c'est pas pris en compte par la méthodologie de la RE 2020 puisqu'on a un fichier météorologique par zone climatique. En revanche, peut-être Julien, tu veux redire un mot sur l'utilisation potentiellement de données plus locales et peut-être, je sais pas si tu veux compléter. Oui, non, alors sur la distance par rapport à la mer, effectivement, les effets locaux. Alors, il me semble que dans la R2020, normalement, il y a aussi un paramètre comme pour l'altitude sur la prise en compte de la proximité de la mer. Et après, effectivement, dans les descentes d'échelle, quand on va travailler un maillage plus fin, on va pouvoir s'intéresser. Il y a beaucoup de stations en bord de mer, donc on a généralement une possibilité sur l'ensemble du littoral pour produire aussi des zones, enfin, des fichiers climatiques spécifiques sur ces zones-là. Merci Julien pour ta réponse. Donc effectivement, pour revenir aussi sur la question de l'altitude, dans la liste des paramètres, on a un paramètre qui prend en compte le climat. On l'a mis de manière globale. C'est un paramètre. On a considéré les DJU, donc les degrés jour unifiés, en
en utilisant le fichier météo corrigé de l'altitude. Donc le paramètre climat qui est en entrée de notre modèle prend en compte à la fois la zone climatique et l'altitude. Donc on a effectivement déjà une prise en compte de l'altitude. On a une dernière question, si je la retrouve, par rapport au déphasage. Comment estimer l'inertie du bâtiment, car le DPE ne prend en compte que la capacité thermique C et non la constante de temps, capacité en joule Kelvin heure. Donc effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que les simulations, elles utilisent l'outil Comet qui prend en compte la dynamique. Donc on a effectivement intégré cette notion de déphasage. Ce que je pourrais ajouter aussi finalement sur cette notion de déphasage, c'est que on a dans tous les cas le déphasage de l'isolant qui va être généralement plutôt impactant sur des ossatures plutôt légères, donc par exemple des ossatures bois, et que c'est bien pris en compte en données d'entrée de notre outil via l'inertie, et que par contre dans les cas de structures plus lourdes, notamment le béton, on va avoir finalement un déphasage lié à l'isolant qui est beaucoup moins grand, donc il y a un ordre de grandeur beaucoup plus faible que celui du matériau de construction lourd. Donc pour ordre de grandeur, les isolants sont autour d'une masse volumique de 200 kg par mètre cube, alors que le béton va plutôt être 10 fois plus. Donc finalement, le déphasage va être plutôt lié au matériau lourd plutôt qu'à celui de l'isolant. Alors, est-ce qu'on arrive à peu près au bout des questions qui nous ont été posées? Il me semble que j'en vois pas de nouvelles auxquelles on n'aurait pas répondu à l'écrit. Eh bien, écoutez, si on est allé, si on a répondu à toutes vos interrogations, donc 2 façons d'accéder à cet indicateur. Le premier, et Camille vous a montré en détail, c'est donc l'application Gorenov, donc gorenov.fr, où là vous allez pouvoir visualiser l'indicateur pour un bâtiment ou pour un territoire donné. Et puis, si vous avez besoin d'accès à des données de manière plus massive, là c'est un accès via la BDNB, notamment via la partie experte de la BDNB. Et là, toutes les informations sont disponibles sur le site internet bdnb.io, où vous trouverez les différentes façons de faire appel à la BDNB. Donc on arrive finalement à la fin de ce webinaire. Vous allez recevoir la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui. On va mettre également en ligne d'ici quelques jours sur le site internet du CSTB le replay de cette session. Merci encore à vous pour votre écoute et votre participation à ce webinaire. La prochaine fois qu'on se retrouve sous ce format-là, ça sera en octobre et ça sera pour traiter un sujet un peu différent. Ça sera le sujet des données, de l'IA et du jumeau numérique. Et donc l'enjeu, c'est la transformation digitale responsable au service des usages et des acteurs de la construction et de l'aménagement urbain. Je remercie encore une fois nos 3 intervenants. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi.